Bon, on ne prendra pas toutes les questions qu'il y avait sur le Mentimeter, mais puis en plus, tantôt, j'ai aussi quelques consignes à passer avant qu'on se lève. Là, j'ai quelques consignes à vous passer. J'ai quelques questions ici que l'équipe a sélectionnées. Je vais commencer par une très spécifique. Ça permet aux gens de... Puis les vieux routiers, d'habitude, rapidement, ça se remet sur ses pattes. Ça vous permet, vous autres, de prendre un respire, les autres. M. Bisaillon avait une question. L'effet école, l'effet enseignant, ça veut dire quoi? Pouvez-vous développer un petit peu? Quand on invite des enfants à un trajet vers la réussite, que ce soit en chaloupe, en auto, en avion, ça prend un pilote. Il y a un effet direction d'établissement. Bien sûr, ça a deux composantes, la gestion, qui peut être autoritaire, démocratique, je n'ai pas le temps de jaser de ça, mais c'est aussi le porteur ou la porteuse de sens. Et c'est tellement vrai. Moi, je suis pas un chercheur. Ça va être très empirique. J'enseignais au primaire, au secondaire, mais je peux vous dire qu'il y a des directeurs qui ont scrappé des écoles, puis il y en a qui les ont virées de bout positivement. Donc, c'est ça. C'est un effet constaté. C'est la même chose pour un prof dans sa classe. OK. Grande question philosophique. C'est parfait. Grande question philosophique. Ça demande de l'attention dans la classe, là. Grande question philosophique qui s'adresse à je ne sais pas qui. L'école au service de la justice sociale, c'est quoi? Comment est-ce que l'école socialise? Y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer? Moi, je suis juste le véhicule. Hein? Claude va faire ça. C'est drôle, tout le monde s'est tourné vers vous, M. Lessard. Oui. Vous connaissez le triptyque, ça, je suis sûr que vous connaissez ça. Égalité des chances en termes d'égalité d'accès, égalité de traitement, puis égalité de réussite ou de résultat. OK? On pourrait analyser nos politiques publiques en fonction de l'une ou l'autre de ces trois dimensions-là. Bien, une école juste, c'est une école qui s'adresse, qui répond aux préoccupations de ces trois grandes dimensions-là. De l'égalité, celle de l'accès, celle du traitement. On le sait, ça veut dire inégalité dans bien des situations, là, le traitement. Et puis égalité de résultats, c'est-à-dire la question des écarts entre la réussite des uns et des autres, des garçons, des filles, des enfants riches, des enfants pauvres, etc. Bon, une école juste, c'est ça. OK? Et c'est aussi, mais au-delà des résultats, une école juste, c'est aussi une école qui réussisse à faire en sorte que nous soyons tous des citoyens soucieux de justice. L'école, c'est pas juste une machine à donner des cours, c'est pas juste une boîte à cours, c'est pas juste une usine à diplôme, c'est aussi une instance de production de la citoyenneté et d'une société juste. J'irai plus loin, c'est même d'abord ça. Mais bon. Il y a une question plus l'arrimage et la transition en milieu défavorisé entre le primaire et le secondaire. Comment? Parce que là, bon, je pense que les gens ici vont comprendre. Vous comprenez tous les deux? Allez-y, là. Nous, on se comprend. Vas-y. Écoutez, c'est vraiment un début de réponse parce que je pense que cette question-là, on doit se la poser ensemble et y répondre ensemble. Je connais pas, je peux pas inférer l'intention de cette question-là, mais je peux vous dire qu'en 2011, c'était la volonté des commissions scolaires. Quand on est devenu programme de soutien à l'école montréalaise à une école montréalaise pour tous, les commissions scolaires souhaitaient qu'on puisse arrimer l'équipe, parce qu'il y avait une équipe à ce moment-là du côté de la stratégie d'intervention Agir autrement, j'en faisais partie. On avait Louise aussi, Louise Jutra, qui était agente de développement en milieu défavorisé. Et les commissions scolaires nous disaient, bien, c'est bien d'avoir un cadre d'intervention au primaire, puis il y en a un au secondaire aussi, puis les deux peuvent tous se parler. Bien, ils se parlaient, là, mais peut-être pas de façon systémique, je dirais. Alors, moi, j'ai toujours cru, en fait, j'en ai parlé un peu avec François, là, on a la chance d'avoir des nouveaux collègues qui vont pouvoir accompagner des milieux aussi, mais ça, je te laisserai parler de ça, à Montréal. Mais j'ai toujours cru que nos enfants, que le primaire, d'une certaine façon, se rendait jusqu'au premier cycle du secondaire. Après ça, c'est autre chose. Quand on arrive en troisième secondaire, au niveau des choix, des filières, là, on est encore quand même dans des filières qui sont plus hermétiques, je veux dire comme ça, ou en tout cas plus ciblées. Mais je crois que nos principes d'intervention, nos pratiques peuvent tout à fait s'ajuster jusqu'au premier cycle du secondaire, assurément.
Ça fait lien un peu avec ce que tu expliquais un peu ce matin dans... Est-ce que j'ai encore Oui, le temps de répondre? vas-y, complète. Dans le fond, je vais essayer de répondre à la première question philosophique, la précédente, en faisant un lien avec la notion de transition scolaire. Tantôt, tu l'as évoqué, la voix des jeunes, la place qu'on donne aux enfants, est-ce qu'on prend le temps de les entendre? Puis ce qu'on entend en ce moment aussi, c'est que j'entends qu'il y a des milieux qui la donnent, cette voix. Vous vous souciez d'écouter ce que les jeunes, de quelle école ils rêvent, où ils veulent être. Donc, félicitations pour les gens qui sont en projet en ce moment pour aller identifier puis donner la voix à tous les jeunes. Parce que, puis on soucie, Mme McAndrew, Marie l'a dit aussi tantôt, le capital humain qu'il y a dans nos écoles. Comment qu'on va faire? Il y avait une question tantôt, les intervenants ont-ils les moyens de leurs ambitions? On soucie, on néglige ou on sous-estime la force qu'on a collectivement, mais celle de nos élèves dans la classe qui sont le moteur des apprentissages. Donc, là, je déroge à la règle. Là. Non, c'est bien. C'est bien. En passant, c'est très intéressant. Je vais reprendre ça dans la clôture. Là, d'ailleurs, il y a un commentaire à l'importance de se questionner sur mes croyances et mes préjugés. D'ailleurs, vous l'avez évoqué, Mme McAndrew. Ça, on ne répondra pas à ça, mais ne manquez pas la clôture. Je voyais que vous aviez envie d'intervenir, Mme McAndrew. Il y a une question. Développer le concept d'intersectorialité. Je sais que vous et M. Lessard l'avez abordé. Fait que je vous donne la préséance. Oui, je vais répondre à ça, mais je voulais revenir quand même sur la justice sociale. Bon, mais commencez par celle-là. Là. Parfait. Non, mais c'est parce que c'est plus important ce que j'avais à dire que l'intersectionnalité, mais bon, j'étais en train de m'instrumentaliser. Portez pas un jugement sur la personne qui a posé la question. Non, mais là. je Pour veux elle, dire- c'est important, cette question-là. Je ne doute pas, mais je ne suis pas experte. Mais l'intersectionnalité, c'est du gros bon sens. Je pense que Claude l'a assez bien expliqué. C'est qu'un élève est porteur de toutes sortes d'identités. On n'est pas... puis pour des raisons sociologiques, on sépare les gens ou des raisons de programmes politiques. Alors, quand c'est le handicap, ça relève d'une place. Quand c'est le genre, ça relève de l'autre. Quand c'est la pauvreté, c'est une troisième chose. Quand c'est l'ethnicité, c'est une quatrième. Mais en tant qu'individu, finalement, on a une formule culturelle qui est composée à des degrés divers de ces différentes identités-là. Et ça fait qu'on n'est pas toujours dans le même rapport de pouvoir non plus, tu sais. Au sens où, bien, par exemple, si je prends la question interculturelle, on n'a pas parlé beaucoup, mais pourquoi des fois il y a des tensions autour de la religion ou de la culture dans les écoles, c'est que les femmes qui sont majoritairement les enseignantes qui sont majoritairement des femmes blanches, bien, se sentent attaquées en tant que femmes dans un rapport de pouvoir par des gens qui, en fait, ont bien moins de pouvoir qu'eux, que sont les parents immigrants, mais qui, par hasard, sont aussi des hommes souvent et des porteurs de marqueurs différents. Donc, quand on regarde l'intersectionnalité, c'est d'essayer de voir que soi-même, on est composé d'identités multiples, puis des fois, on a l'impression qu'on est en haut dans le rapport de pouvoir, puis des fois, on est en dessous dans le rapport de pouvoir. Alors, c'est vraiment l'intersectionnalité, puis c'est vrai chez les élèves aussi. C'est pour ça que j'ai fait exprès de dire, faites attention, les élèves immigrants ne sont pas toujours des élèves à risque. Des fois, c'est un avantage d'être immigrant face à la réussite scolaire, par rapport à être de vieille pauvreté. Des fois, nos besoins, quand on est de vieille pauvreté, sont plus facilement ignorés parce qu'il y a plus de préjugés de classe que de préjugés ethniques. Donc, c'est toujours de se dire, tout ça va ensemble. Garçon-fille, on en a très peu parlé, mais quand même, être un garçon... Je vous coupe parce que vous vouliez parler de justice sociale aussi. Pour quelqu'un qui n'avait pas grand-chose à dire sur l'intersectionnalité, vous n'êtes pas pire, hein? Alors, Vous n'êtes pas pire. pour la justice sociale, je voulais simplement ajouter une chose. C'est aussi... on a eu des débats sur, vous savez, l'appropriation culturelle, par exemple. Puis on s'est rendu compte que ces débats-là, c'est pas tellement l'appropriation culturelle, c'est pourquoi vous parlez de nous quand on n'est pas là. Tu sais, à la limite, quand on ouvre les théâtres ou les institutions aux gens, tout à coup, ils se sentent moins appropriés. Bien, c'est ça que j'aimerais dire, c'est que dans le fond, il faudrait faire attention que dans ce processus-là de justice sociale, qu'on soit aveugle au fait qu'on n'est pas représentatif des communautés sur lesquelles on travaille comme chercheur ou sur lesquelles on intervient. Il y a ce côté-là, finalement, d'une petite gang qui travaille sur l'autre. Tu sais. On ne ressemble pas nécessairement aux gens sur lesquels on prétend travailler. Et sur les partenariats, très rapidement, justement, méfions-nous d'avoir seulement des partenariats avec des organismes publics ou parapublics qui ont le même problème de représentativité que nous. Souvent, on se donne on donne une approbation en disant « j'ai plein de partenariats ». Oui, mais est-ce que ces partenaires-là, eux autres mêmes, est-ce qu'ils sont représentatifs de la diversité? Pas toujours sûr. Merci. Merci. Je vais y aller sur une autre question, une qui est très concrète. Comment accompagner les enseignants face au « il n'a pas d'affaires dans ma classe ». Alors, un peu de courage.
Monsieur Bizarion, allez-y, là. Moi, je reviens toujours à la mission de l'école publique, qui est d'inclure tous les élèves et d'avoir la même ambition pour chacun de les amener à la réussite. Si on n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas dans la bonne école. L'école privée, elle a le mandat de faire réussir certains élèves, puis il faut qu'on exclue des élèves pour faire réussir les premiers. On n'est pas là-dedans. L'école publique, là, c'est un mandat très noble, très difficile. Bon, il faut décomposer les conceptions qu'on a. Moi, j'enseigne au primaire, j'ai entendu tellement souvent, t'es pas chanceux, j'ai eu sa sœur l'an passé. Bon, il vient d'une famille, il n'y a rien à faire avec cette famille-là. J'ai entendu ça souvent. Il faut détruire, décomposer, déstructurer nos conceptions, parce que ça commence là. C'est évident. Alors, on peut être le pire enseignant dans une école publique pour un enfant si on transporte nos préjugés. Et moi, je pense que c'est en équipe qu'il faut en parler de ces affaires-là. Puis très souvent, il y a comme une discipline qui s'établit dans une équipe qui en parle par rapport à un individu qui pourrit des fois l'atmosphère d'une salle de prof. Puisqu'on est dans les identités intersectorielles, là, c'est l'ancien enseignant qui parle. J'ai déjà été cet enseignant-là qui a dit ça. Alors, dans le fond, ce que je veux dire par là... Bon, c'est déjà fini. Je nous invite à la bienveillance dans ça. Quel besoin est derrière ce message-là? Est-ce qu'on est aussi dans le paradigme que cet élève-là appartient à ce seul enseignant ou cette seule enseignante-là? Donc, ça parle d'isolement. Sommes-nous une équipe derrière? Sommes-nous solidaires avec cette enseignante-là et cette classe-là? Donc, c'est ça que ça... En tout cas, moi, c'est ce qui ça fait monter en ce moment. Mais je vais revenir sur l'intervention de François rapidement. Puis là, d'ailleurs, je vous l'ai dit, moi, je suis plus du monde de la santé, mais dans le fond, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est pas parce qu'on a à travailler avec des gens qui sont en situation de détresse qu'on ne peut pas soi-même être en situation de détresse par rapport à ça. Et ça, je pense qu'il faut l'entendre. Et c'est ultimement la meilleure façon de s'assurer qu'on accompagne le jeune en situation de détresse. M. Turmel, avez-vous... Oui. Hein? Au-delà du travail en classe, dans l'école, il reste des aspects qui sont plus au niveau du système qu'il faut continuer à réfléchir puis à travailler. Quand on parle de la mixité scolaire et sociale, M. Lessard en a glissé un mot avec les travaux de la conférence de consensus. Les ressources financières, c'est toujours un aspect important pour avoir des ressources, être capable de dégager du temps pour faire du travail collaboratif, de faire du développement professionnel. Ça demeure toujours un enjeu auquel des milieux trouvent des ressources, mais des réponses particulières, mais que ça demeure un enjeu au niveau du système. L'organisation, la forme scolaire, on s'en est rendu compte dans le cadre de cet avis-là. Au niveau du secondaire, c'est encore plus difficile, des fois, avec l'organisation particulière. Le nombre d'enseignants, le nombre de matières au niveau du régime pédagogique fait en sorte que c'est parfois très difficile de réunir des gens autour d'une table pour discuter autour de cas particuliers, de problématiques particulières. Puis, c'est de toujours, dans le fond, c'est une démarche de recherche de solutions constantes à tous les niveaux, au niveau ministériel, au niveau de la classe, au niveau personnel, au niveau scolaire, au niveau de la commission scolaire aussi. Donc, j'ai essayé de résumer un peu. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir. Ça va là. C'est bon? Oui. Oui. Je voulais revenir à la question de pas dans ma classe. Oui. Pour revenir, toi, tu reviens dans ton rôle d'enseignant. Moi, je vais revenir dans mon rôle de direction d'école au secondaire. Je dirais aussi qu'on n'entend pas dans notre école. Et là, le chemin que moi, ça me fait faire, c'est de se dire, bien, pour pouvoir soutenir, prendre soin, entendre les besoins de mon personnel, comme direction d'établissement, il faut aussi que je sois claire avec mon cadre de référence et que je comprenne bien quels sont les tenants et les aboutissants de la justice sociale, que je sois portée par cette mission-là. Et ça aussi, ça mérite d'être accompagné puis d'être soutenu. Alors, c'est tout le personnel qui doit ensemble réfléchir à leurs besoins puis à ce type. Je trouve que aujourd'hui, c'est peut-être plus facile parce que je suis moins au front, mais quand je reviens au front dans ma tête puis dans ma pratique, je me dis, bien que ce soit difficile, il n'y a pas d'autre chemin que d'être ensemble.
parce que nos enfants ont fini par les déplacer dans l'univers comme des petits paquets. Puis ces petits paquets-là, bien, ils font partie d'une société. Puis on a une grande, grande responsabilité. Voilà. Volez-moi pas tous mes punchs de la clôture. Juste dire, je mets mon grain de sel là-dessus, parce que des fois, il y a des mots de la langue française qu'on voit tellement souvent passer qu'on les oublie. Mais c'est pas rien le titre. Hein? Une école montréalaise pour tous. La justice sociale, là, ça se résume dans un mot. Tous. À partir du moment où on intègre ça. C'est ça, vivre en société. Tous. À partir du moment où il y a un nous, il y a un eux, on n'est plus dans le tous, puis on n'est plus dans la justice sociale. Allez-y, un petit complément, M. Bisaillon, puis je vais poser une dernière question assez philosophique. Moi, je suis assez vieux pour être libre de toute attache. Je vais dire les affaires crûment. Il y a un débat qui va avoir lieu sur la gouvernance scolaire. Personne ne va en parler ici. Je sais que tout le monde est mal à l'aise, mais pas moi. Je n'interviendrai pas sur le bien fondé des politiques, mais je voudrais que tous les groupes qui vont intervenir pensent à deux choses. Comment on va préserver dans notre système, si on croit à la valeur d'un système, les lieux et les modes de protection de ce qu'on appelait autrefois le bien commun, puis qu'on pourrait appeler aujourd'hui la justice scolaire. Est-ce qu'on va laisser aller cela au plus fort la poche, ou si on va s'assurer qu'au-delà des pouvoirs qu'on veut tous avoir, puis on est tous les meilleurs pour les exercer, on va être capable de dire ces affaires-là et que le débat serve plus aux élèves que d'autres choses. On va y aller là-dessus. Parce qu'il y avait d'autres questions, mais de toute façon, on a atteint le temps qui nous est imparti. Restez assis, là, je vais vous donner quelques consignes plus terre à terre sur le dîner. Merci, les panélistes.